je suis à la conférence AWS Reinvent. AWS, c'est Amazon Web Services, c'est la division cloud d'Amazon qui, tous les ans, organise cette grosse conférence pour leurs clients à Las Vegas. Et il se trouve qu'en marchant dans les couloirs des hôtels, des casinos à Las Vegas, et puis surtout en voyant les noms sur l'agenda des sessions, j'ai vu un nom que je connaissais et j'ai trouvé ce monsieur-là, Grégory. Bonjour Grégory. Salut Seb, très, très content d'être avec vous dans les technos. Tu es un auditeur fidèle des technos, un van lifer, tu suis Thierry. Salut Thierry, si tu nous regardes depuis longtemps. Oui. Et tu es aussi un conférencier, parce que tu as un talk ici à cette conférence jeudi. Tu vas parler de quoi? Exactement. Jeudi, on va parler des différentes techniques de customisation, des différents modèles et d'utilisation des large language models dans le cadre spécifique de notre boulot, plus que ce qui peut être utilisé de manière très générique d'habitude. En fait, les large language models, vous connaissez, hein, même si vous ne connaissez pas le nom, c'est ChatGPT par exemple. Quand vous parlez à ChatGPT, il vous répond. Et je suis certain que vous avez déjà posé des questions à ChatGPT et puis il vous répond à côté de la plaque. Et c'est normal parce qu'ils ont été entraînés sur des données relativement génériques. Donc, vous ne pouvez pas utiliser out of the box, comme on dit en anglais, ces modèles pour en faire des assistants personnels dans votre métier parce qu'il ne connaît pas votre métier. Mais il y a des techniques qui permettent d'améliorer cela. Alors, t'en parles, il y en a plein et t'en adresses 5, je crois, dans la conférence. Ici, dans le dossier de cette semaine, on va en couvrir 2. Alors, c'est des noms un peu barbares. Ça s'appelle Continued Pre-Training and Fine-Tuning. On va essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. De quoi s'agit-il ? En fait, l'idée, c'est de rendre un peu plus spécifique à notre métier les large language models pour qu'en fait, ils soient capables de nous aider dans notre quotidien plus que de simplement faire des traductions très généralistes. Hein. Comme tu le disais, les large language models, ils peuvent nous aider, mais ils peuvent aussi être très, très généralistes, voire même inventer des réponses qui sont complètement à côté de la plaque. Donc l'idée, ça va être de travailler ces large language models. Alors, on va les réentraîner, on va leur donner des technologies externes, hein, des bases de données externes pour pouvoir s'améliorer. Et donc, on va travailler à améliorer ces large language models. C'est ça l'idée générale, avec différentes techniques qui sont effectivement plus ou moins chères, plus ou moins réactives, plus ou moins faciles à faire. Et donc, c'est ça qu'on va aborder. Allons-y, rentrons dans les détails. J'ai un large language model. Je prends un modèle de l'étagère, un truc entraîné par Meta, comme Llama par exemple, ou par Anthropic, Claude. Comment je le transforme en mon expert métier? D'abord, ce qu'on va faire, c'est on va vouloir faire en sorte d'apprendre plus de choses à ce modèle. En fait, il sait faire des choses, différentes tâches. Et nous, on va le réentraîner. On va un petit peu renvoyer notre modèle à l'université, hein, si on peut prendre une analogie. D'un étudiant en fait qui sortirait de l'université, très compétent sur le scope général. Hein, il a lu tout ce qu'on pouvait lire. Il a une mémoire formidable. C'est le plus grand étudiant de la fac. Mais en fait, sur notre domaine spécifique, il y connaît rien. Donc en fait, on va le renvoyer à l'université pour profondément lui réapprendre des choses spécifiques à notre métier. Tu renvoies ton modèle sur les bancs de l'école avec un prof en quelque sorte, et il va passer beaucoup de temps pour apprendre et pour ingurgiter des nouvelles matières. Oui, alors si on parle du continued pre-training, par exemple, on peut prendre l'exemple d'un étudiant qui souhaiterait apprendre le français. Et puis, l'idée du continued pre-training, ce qui se cache derrière, c'est de réentraîner profondément le modèle et finalement d'envoyer cet étudiant en France. Finalement, c'est pas juste de lui donner un dictionnaire. Ça, globalement, les modèles le font aujourd'hui. Hein. Ils sont tous bien meilleurs que nous dans la traduction, quel que soit le modèle. En revanche, d'envoyer notre étudiant en France, parler avec des Français, comprendre la culture française, le contexte. En fait, le contexte est quelque chose d'extrêmement important pour les modèles. Ça va faire qu'en fait, finalement, notre étudiant, il va se mettre à... On dit toujours qu'il faut penser en français pour bien parler en français. Le continu de pre-training, c'est ça. Ça va être de dire, j'envoie mon étudiant en France. Et puis, à partir de là, il va penser français, il va comprendre le contexte français et il va effectivement produire à la sortie des phrases en français, mais en ayant une profondeur dans le discours, finalement. Et donc, concrètement, comment on fait ça? On prend un modèle et puis... Alors, on va les modèles sont globalement entraînés sur un large éventail, un très large éventail de données, avec des qualités... Oui, des données génériques, c'est ce qu'on va trouver sur Internet. Ouais, exactement, du blog, Wikipédia, Stack Overflow. Donc, c'est très, très générique. C'est pas du tout adapté à notre modèle. Et comme on le disait, on va réentraîner notre modèle
avec nos données internes. Alors, pas nécessairement internes, hein, ça peut être des données, on peut acheter des données sous licence de grande qualité à des providers externes. Mais ça peut être aussi toutes les données internes d'une société, les documentations, les trucs qui ne sont pas publics sur Internet, ce qu'on appelle le IP, le Intellectual Property. Exactement, ça peut être vos bases documentaires, vos documentations techniques, ça peut être des données qui ont été validées par des personnes de votre entreprise. Donc, c'est l'idée du continued pre-training, c'est qu'on va réentraîner le modèle avec ça. Alors, on parle de continued pre-training. Hein, c'est un... Ouais, pourquoi ce nom un peu barbare, pre-training, alors qu'en fait, on fait du training? C'est parce qu'en fait, les large language model providers, ceux qui vous offrent ces modèles, alors offrir, c'est entre guillemets, oui, vendre ces modèles. Voilà, on dans l'idée en fait de faire un entraînement initial en fait de ce modèle, avec l'idée que derrière vous allez spécifier le modèle avec vos propres données, et c'est pour ça qu'on parle de pre-training. Pre-training, en fait, et donc on va continuer le pre-training, d'où le nom. Et si on continue le pre-training, ça veut dire qu'à la fin, on a un autre modèle, c'est plus le méta ou le cloud original. Exactement, et donc du coup, ça a aussi des responsabilités que vous avez, parce qu'en fait, ça n'est plus l'ancien modèle que vous utilisez, c'est un tout nouveau modèle qu'on vient de créer, et on va devoir le déployer, le maintenir, et ça, dans le cadre aussi du continue pre-training, ça a aussi une conséquence, c'est qu'il peut y avoir, puisque c'est un type de customisation assez profond, il peut y avoir des conséquences sur le prix aussi. Continue pre-training, c'est pas la méthode de customisation qui coûte le moins cher, parce qu'on va vouloir donner beaucoup de données en entrée, le plus possible. Donc déjà, il faut stocker ces données. Il faut les stocker. Il faut les collecter, passer du temps à les nettoyer. Les nettoyer. En fait, on parle aussi beaucoup de large language model, d'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme boulot avant, en fait, ça a toujours été, mais c'est encore plus vrai maintenant, parce que si on donne à ces modèles des informations qui ne sont pas de qualité, ils pourraient avoir tendance à inventer, et quand ils vont inventer sur des données qui ne sont déjà pas de qualité, ça peut vite partir. Oui, c'est ça, en sortie, la qualité de la sortie ne sera jamais que le reflet de la qualité qu'on a mis en entrée également. Exactement. Je parlais à des ingénieurs data qui disaient, dans un projet IA, c'est à peu près 80% du temps la collecte, la préparation des données, et 20% la partie vraiment IA, entraînement. Oui, largement. Vraiment largement. Ouais. Nous, c'est ce qu'on constate. Moi, j'avais plutôt 90% en tête, effectivement, parce que tout est histoire de données. Donc, quelque part, comme on parlait du continu pré-training, on est dans des techniques où on va entraîner les couches basses du modèle, et où il faut donner finalement énormément de données en entrée pour pouvoir atteindre ces couches basses, et pour que le modèle commence finalement à s'adapter à notre métier. C'est pas en lui donnant 3 documents dans le cadre du continu pré-training qu'on va changer profondément les couches de ces modèles qui sont déjà énormes. Hein. Si on prend Llama ou d'autres modèles, pour les bouger, ces modèles, il faut leur donner beaucoup de données, énormément de données. Alors les données, ça reste un peu vague. On dit les données. C'est quoi concrètement des données ? Alors, on le disait, ça peut être en termes de type de données. Ça peut être vos données internes, ça peut être. Oui, mais c'est quoi ? C'est un document Word ? Ça peut être du JSON. Ça peut être dans le cadre du continu pre-training, un grand panel de données, principalement du texte. Alors effectivement, on peut entraîner aussi des modèles avec des images. Mais là, on peut avoir des documents Word, on peut avoir du JSON, on peut avoir du texte, du CSV, tout ce que vous voulez. Alors tout ce qu'on veut, mais de qualité. Et il y a une particularité en fait avec le continu pre-training, c'est qu'on va pouvoir utiliser des données qu'on qualifie de non labellisées. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé alors vous connaissez tout ça, on va pas être obligé de décrire tiens, ce commentaire, c'est un commentaire positif, on va pas dire au modèle considère que ça c'est un type de réponse négative, cette image c'est un crapaud et pas une... Donc là, on prend des données brutes, on met dans son document Word, je sais pas, tout l'historique qu'il y a sur SharePoint dans une société depuis 20 ans. Et c'est fondamental parce qu'on disait que le continu pre-training a besoin, pour être pertinent, d'avoir énormément de données. Et si on devait décrire toutes ces données en entrée, on ne pourrait pas lui injecter des milliards de tokens pour... Donc ça veut dire que la phase d'entraînement, de continued pre-training, ça peut durer aussi des jours, des semaines, des mois ? Oui, alors les grands large language models que vous connaissez ont été entraînés pendant des mois. Alors j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais enfin c'est des centaines de millions de dollars le coût.
Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être très long. Et c'est ce qui fait aussi que parfois on va, donc très long et très coûteux, et c'est ce qui fait que parfois on va choisir aussi d'autres techniques, parce qu'on n'a peut-être pas besoin finalement d'entraîner aussi profondément un modèle. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Et quand je dis donner, il y a un double sens à donner. Exactement. Techniquement, il faut Oui. être capable de le faire, Oui. mais financièrement, il faut pouvoir assumer également. Parce qu'en sortie, tu disais, il y a un autre modèle. Ça veut dire que ce modèle, il faut l'héberger quelque part. Si on veut l'utiliser, il faut le déployer sur des machines avec des GPU, il faut qu'il soit disponible. Si une machine tombe, il faut qu'il y en ait un autre qui reprenne, etc. C'est quand même lourd. C'est vrai. Alors techniquement, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté faire le continued pre-training. On est aujourd'hui très aidé pour le faire. Donc, si on met de côté la partie infrastructure, hébergement, le faire n'est pas le plus compliqué. Moi, sur les projets sur lesquels on travaille, le plus important, c'est la donnée, c'est le use case. Parce que parfois, oui, aujourd'hui, faire du continued pre-training, c'est bien, ou utiliser les LLM, c'est très bien. Mais il faut le use case, c'est important. Donc techniquement, pour le faire, c'est relativement simple. Après, d'un point de vue infrastructure, c'est pour ça aussi qu'on s'appuie aussi sur des fournisseurs qui peuvent nous aider à héberger ces modèles, à les surveiller, à vérifier que les modèles ne dévient pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est fortement aidé par les cloud providers aujourd'hui. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec le responsable d'un labo de recherche sur ce que font finalement ces modèles derrière. Ça travaille avec des vecteurs, enfin c'est très mathématique finalement, parce que tout ça, il y a quelque chose qui dit qu'on transforme le texte en vecteurs. En chiffres. Ouais, c'est des représentations mathématiques d'un texte, on va dire. Il y a quelques années, avant qu'on ait toutes les infrastructures à dispo pour pouvoir faire ça facilement, si on met de côté le prix, c'est vraiment... il m'expliquait ces notions de vecteurs convexes, concaves. C'était très compliqué et on n'avait pas les infrastructures pour le déployer. Aujourd'hui, finalement, la théorie, elle est connue depuis très longtemps, mais on a les infrastructures et c'est ce qui est vraiment le game changer. En fait, c'est ça, c'est assez simple maintenant avec les fournisseurs cloud, et ici on est chez AWS, mais c'est tous les autres. C'est Google, c'est Microsoft, offrent des outils similaires, plus des tas de startups qui font la même chose. Si on a les données, à peu près n'importe qui peut commencer à générer ces modèles et les déployer. La complexité n'est plus là, en tout cas la complexité pour les utilisateurs que nous sommes. Exactement, moi je suis un bon exemple. Moi je suis pas un statisticien ni un mathématicien de haut vol, mais maintenant on est capable, par quelques techniques, de facilement continuer le pré-training d'un modèle ou d'autres techniques. C'est vraiment ce qui a changé finalement. Des fois on pourrait se demander, tiens, pourquoi la théorie existe depuis longtemps et puis pourquoi depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans, on parle énormément de tout ça. C'est parce que l'infrastructure nous permet de le faire facilement. Et donc le continued pre-training, ça permet vraiment d'apprendre au modèle de nouvelles choses. Il peut comprendre des nouveaux concepts, avoir plus de vocabulaire, connaître des choses qu'il ne connaissait pas avant. Il y a une autre technique dont tu parles dans ton talk aussi, qui s'appelle le fine-tuning. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on ne va pas aller très dans le détail dans fine-tuning cette fois-ci. Mais là, l'idée, c'est d'apporter moins de données, mais plutôt lui apprendre un ton, une tonalité, un style. C'est un peu comme si on envoie quelqu'un s'asseoir à côté de mes agents de support pour apprendre comment les agents de support parlent à mes clients, comment ils ouvrent la conversation, comment ils ferment la conversation, quelles sont les questions types et les réponses types à ces questions. Exactement. Si on reprend notre analogie de tout à l'heure, où on a envoyé notre modèle à l'université apprendre le français, on disait tout à l'heure qu'on voulait lui faire comprendre le contexte français, la culture française. Le fine-tuning que tu évoques, c'est plus mon modèle fait ce qu'il sait faire et en sortie, je lui apprends à parler anglais en fait. Mais il va pas penser, en français ou en anglais, tout dépend de la langue. Il va pas penser la langue. Voilà, on va pas lui demander de penser dans la langue, il va juste... Le fine-tuning intervient sur ce qu'on appelle les couches de output. En fait, c'est les couches hautes, les dernières avant la sortie. En fait, c'est là que ça va intervenir. Oui, c'est comme si on changeait un peu des poids statistiques dans le modèle pour lui faire préférer des phrases plutôt d'une sorte que d'une autre. Donc il n'a pas plus de vocabulaire, il ne connaît pas plus de choses, mais statistiquement, il va sortir des phrases comme « Bonjour, bienvenue sur la ligne de support machin, je suis machin, est-ce que je peux vous aider merci d'avoir appelé la société XYZ aujourd'hui. » Donc on va lui apprendre un style, un ton. C'est exactement ça. En fait, on va être...
on va vraiment lui apporter les phrases de sortie, en fait, hein, sans vraiment parce que si je voudrais refaire le parallèle avec le Continued Pre-Training, il faut injecter énormément de données. Tu parlais des poids statistiques. Il faut injecter énormément de données dans le Continued Pre-Training pour le faire bouger. C'est un peu comme un 40 tonnes dans un cul-de-sac. Voilà, pour le bouger, c'est énorme, c'est un coût énorme, c'est un temps énorme. Le fine-tuning va adresser cette problématique, si c'est une problématique pour vous, c'est de dire, on va essayer de bouger les phrases en sortie, les poids statistiques, mais sans mettre autant de données en entrée. Et donc ça coûte beaucoup moins cher à produire aussi, parce qu'il faut moins de données, il faut moins de temps d'entraînement. Exact. Mais au final, on a quand même un nouveau modèle avec le fine-tuning qu'il faut aussi héberger. Là, les problématiques restent les mêmes. Et c'est tout l'art de choisir la bonne technique par rapport à ce qu'on veut faire, parce que si finalement le fine-tuning adresse notre besoin métier, c'est pas la peine d'aller faire du Continued Pre-Training. En fait, c'est l'art de choisir les différentes techniques. Il y aura d'autres techniques bientôt. Enfin, tout ça, ça évolue très bien sûr. C'est l'état de l'art à un moment T. Là, on est en décembre 2024. Si on a cette conversation dans un an, elle sera peut-être Je pense qu'on rigolera. Peut-être pas dans un an, parce que après, c'est vrai que la théorie, elle est très ancienne pour le coup. Donc, mais ça va bouger. Mais ça va bouger. Voilà, on a parlé de deux techniques ensemble. Le Continued Pre-Training, donc continuer le pré-entraînement des modèles, ou le Fine-Tuning. Ce sont deux techniques qui permettent de personnaliser des modèles pour leur faire apprendre des concepts ou des manières de parler spécifiques à un cas métier. Deuxième partie, on va aborder d'autres techniques pour personnaliser les large language models. Pourquoi les personnaliser? Vous allez me dire, c'est parce que quand on parle à ces modèles, vous l'avez déjà fait l'expérience vous-même avec ChatGPT, si vous posez des questions vraiment spécifiques sur des choses sur lesquelles il n'a pas été entraîné, des données privées de votre entreprise par exemple, il n'a pas les réponses parce qu'il ne les a pas vues. Et donc, c'est difficile d'utiliser ces modèles dans des contextes d'entreprise, à moins de leur apprendre les secrets de votre entreprise, et c'est de ça que tu parles. Il y a une technique qui est assez simple finalement, et peut-être que vous l'avez déjà essayé vous aussi, c'est simplement de donner plus de contexte dans votre question. Vous posez la question à ChatGPT et dans la question, vous mettez plein de contexte, tu fais ci, tu fais ça, voire même on donne, et je le fais de plus en plus régulièrement, je fais un copier-coller d'un article web ou d'un truc comme ça, et avec ChatGPT, il faut même plus faire de copier-coller. Maintenant, on lui donne l'URL, il est capable d'aller la chercher tout seul, et on lui demande de faire un résumé ou de générer quelque chose sur base de ça. Là, ils sont très bons, les modèles. Si on leur donne, c'est un peu triché, tu vas me dire, si on donne la réponse dans les questions, aller faire du résumé et remanier le texte, ils font ça très très bien. Oui, ils sont très très bons. Les autres exemples, c'est la traduction. En fait, on lui demande juste de traduire. On lui donne la réponse dans la question, on triche un peu. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est d'industrialiser tout ça, c'est de se dire comment ? Je ne vais pas pouvoir tout le temps donner la réponse. Mais non, si j'ai des milliers de documents internes dans mon entreprise, je ne peux pas aller chercher le bon document, faire le copier-coller et puis le donner pour avoir la réponse. Donc comment justement on peut industrialiser ça ? On a pris l'exemple d'un assistant personnel à qui on voulait apprendre une langue étrangère. Et puis en fait, profondément, on voulait réentraîner ce modèle. Donc là, l'idée, je pense que ce qui peut être intéressant de dire, c'est qu'il y a deux grandes familles. Soit on va réentraîner profondément les modèles, soit on va aller chercher une aide externe. Et là, on va parler d'une technique on garde le modèle tel qu'il est, le modèle initial, et puis on va aller chercher de l'aide externe, comme si notre assistant avait lui-même un assistant. Et donc, on va aller dynamiquement chercher dans une base de données les informations pertinentes. En fait, tout le jeu va être là, c'est d'être capable d'aller stocker, trouver dans la base de données les informations pertinentes, sans avoir à donner en amont la réponse dans la question. En fait, on va utiliser une technique qui s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. La génération augmentée par la recherche, améliorée par la recherche. Donc on pose la question, si on veut résumer, on pose la question à notre modèle, et puis notre modèle n'a pas été entraîné... Oui, le modèle, c'est le modèle standard. C'est le modèle standard. Donc, a priori, prenons un exemple concret. Je travaille dans une entreprise, j'ai un produit qui s'appelle Super Cadillac V2, mais qui est top secret, on l'a pas encore lancé. Donc, si je veux, je sais pas moi, me faire une fiche de produit de ce produit-là, ChatGPT ou Meta ou Claude, ils savent pas le faire. Alors, on pourrait avec un peu d'humour dire, ils pourraient savoir le faire, ils vont savoir sortir quelque chose. Bon, il va imaginer une réponse. Ça va pas forcément être pertinent. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais aller chercher dans une base de données documentaire, on appelle ça une knowledge base sur AWS. On va aller chercher les informations pertinentes. On pourrait aussi prendre un exemple
si on veut avoir on pose une question sur les derniers Jeux Olympiques à Paris, quel pays a gagné le plus de médailles? Oui, ça a priori, c'est pas non Paul, plus, puisque notre modèle, il sait pas. son entraînement a été terminé à une certaine date, donc il connaît pas les infos récentes. Exactement. Je parle de Paul pour les auditeurs, c'est parce que dans mon talk, en fait, le modèle s'appelle Paul. Voilà. Donc en fait, c'est post à son entraînement, il sait pas, en fait, il peut pas trouver cette information. Donc il va aller demander à un de ses petits camarades d'aller chercher l'information, tous les articles de presse. Et là, notre modèle va recevoir les articles de presse. Et là, il est très bon pour synthétiser tout ça et produire une bonne réponse. Oui, en fait, la base de données documentaire va lui donner la réponse, mais brute, des textes, des extraits de PDF, de Word qu'on a pu trouver. Et comme moi, dans mon exemple au début, je mettais dans la question la réponse en faisant un copier-coller, et ben là, c'est un système qui va le faire... C'est un super copier-coller. Mais sur stéroïde, mais vraiment dynamique. Mais comment on peut aller chercher les documents pertinents dans toute la base documentaire d'une entreprise? Alors c'est là qu'on rentre dans un peu de technique derrière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, toute la base documentaire va être découpée en petits morceaux de texte, en fait, finalement. Des extraits de texte. Ouais, alors ça s'appelle des chunks, mais c'est pas fondamental pour la compréhension de la mécanique. Et pour chacun de ces petits éléments de texte, on va calculer un vecteur qui va capturer en fait finalement le sens et le contexte de ce petit bout de texte. Attends, un vecteur. Alors, je me souviens de mon cours de maths, 2 points dans un espace à 2 dimensions, ça fait un vecteur, c'est une distance et une direction. Mais on peut capturer la sémantique avec des vecteurs? Oui, parce qu'on va avoir en amont un autre mécanique qui s'appelle un encodeur, en fait, qui va être capable, au moment où il découpe tous les documents, de les mettre dans le contexte. C'est très important, le contexte dans le cadre des modèles. Et pour 2 phrases, 2 bouts de texte qui parlent de la même chose, nous, en tant qu'humains, on sait que ça parle de la même chose. Prenons comme exemple Paris, la capitale de la France, et la Tour Eiffel a été construite en 1889. Je te crois sur parole. Oui, j'espère pas me tromper, on est filmé. Donc, pour un ordinateur, en fait, c'est 2 phrases qui n'ont rien à voir. Paris, la Tour Eiffel, a priori, il n'y a pas les mêmes mots. Donc, si on fait une recherche à la Google traditionnelle, qui recherche par mots-clés, ce sont 2 phrases qui n'ont rien à voir. Effectivement. Donc, là, les encodeurs, c'est la magie des encodeurs, c'est une partie des différentes techniques qu'on utilise, vont être capables de créer des vecteurs qui sont proches dans l'espace vectoriel pour ces 2 bouts de texte qui n'ont en réalité rien à voir. Donc la magie, elle est là, elle s'opère ici. Les suites de chiffres qui vont être produits pour représenter le texte par ces large language models sont des vecteurs, tu l'as dit, en plein de dimensions, je suppose, des centaines, des milliers de dimensions. Des milliers de dimensions, oui, c'est difficile à se représenter. Oui. Mais comme, imaginez-vous, juste avec 2 dimensions, vous avez 2 vecteurs, donc 2 segments de droite qui sont proches dans un espace à 2 dimensionnel. Et ça, des ordinateurs sont capables de calculer facilement. La distance entre 2 vecteurs, c'est du calcul matriciel, on a tous fait ça à l'UNIF. Si vous avez des souvenirs d'UNIF et de maths. Oui, effectivement. Alors, là, on a dit tout à l'heure, on a expliqué qu'on avait découpé finalement tous nos documents en chunks qui ont calculé des vecteurs. Et tout ça, on va stocker ça dans une base de données. Mais une base de données pas telle qu'on l'imagine, une base de données vectorielle. Alors, les auditeurs ne seront pas surpris d'apprendre qu'une base de données vectorielle, c'est optimisé pour stocker. C'est incroyable, ça stocke des vecteurs, mais c'est aussi extrêmement efficace pour aller calculer la distance entre les vecteurs. C'est-à-dire que dans une base de données traditionnelle, si je veux aller rechercher... j'ai besoin d'un exemple rapidement. Toutes les commandes de Monsieur X, je fais, si vous connaissez un peu de SQL, un select, from, where, l'ID est Monsieur X. Et ici, l'index, c'est un vecteur, et donc il va calculer des choses qui sont il va retrouver tous les vecteurs qui sont proches d'un que je lui donne en entrée. C'est marrant que tu prennes cet exemple-là, parce que finalement, si on est en SQL, ça serait comme faire un like, en fait, quelque chose qui va... C'est pas du égal, et c'est là que, une fois que les vecteurs sont créés, la base de données vectorielle a cette capacité de nous permettre de faire des recherches sémantiques extrêmement performantes sur des documents, parce qu'en fait, même si pour elle, les chunks qu'elle a calculés sont complètement différents, les bouts de texte sont différents, les vecteurs associés à ces chunks sont proches, donc elle,
par ricochet, elle dit ok, ces vecteurs sont proches, donc je sais que ces bouts de texte parlent de la même Ça parle chose. de quelque chose qui sémantiquement... C'est pas égal, c'est like. est- En fait, là, tu vois, est c'est un petit proche. peu. Ouais. Et donc, ce qui va sortir de la base de données vectorielle, c'est tous les extraits de documents qu'on a pu y mettre, mais qui ont une sémantique proche de la question originale de l'utilisateur. Voilà. Et ensuite, ça va où ça? Eh ben, ça retourne à notre modèle initial, qui lui, en recevant tous ces bouts de texte qui sont pertinents, eh ben, il va synthétiser, les synthétiser, les agréger et produire une Et réponse donner pertinente. une réponse. Donc, c'est ça que tu voulais dire, qu'on parle du super copier-coller 2.0. Dynamique. Voilà. Et dynamique. Essayons peut-être. Donc, il y a deux phases. Il faut d'abord préparer cette base de données vectorielle. Donc, là aussi, il y a une phase d'ingestion des données. Est-ce qu'on peut suivre la donnée? J'ai un nouveau document Word qui arrive avec une procédure interne à mon entreprise. Qu'est-ce qui lui arrive à ce document Word? Ah bah, ce document Word, alors, c'est souvent beaucoup de documents. Hein. Ouais, Il va être découpé. Il va être Mhm. découpé. Et c'est là que par rapport à tous ces petits. Alors, là, on dit découper pour simplifier, mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des overlaps entre les différents. Oui, donc on ne coupe pas à milieu de page. Non, c'est pas si simple. On peut prendre Ouais. un paragraphe, et puis un deuxième paragraphe, et puis un troisième paragraphe avec un peu de je sais pas comment on dit overlap en français. Ça va se marcher un peu dessus, mais Voilà, en fait, voilà, ouais, on va retrouver des des bouts de documents Oui, la dernière dans les phrase mêmes vecteurs. du premier morceau est également la première phrase du morceau suivant. Alors, Et puis on calcule des vecteurs avec aussi des large language models, mais spécialisés, qui sont spécialisés pour calculer des vecteurs. C'est ce qu'on appelle des embeddings models. Hein. Ils sont dédiés, c'est les encodeurs qui sont. Leur job, c'est de faire ça en fait. Faire des vecteurs. Des vecteurs, mais qui sont pas juste. Bon, finalement, juste une représentation mathématique, hein, si on revient à ce qu'on explique au début. Il y a l'aspect sémantique. Il y a le contexte, il y a la sémantique, et c'est là qu'il y a, pour nous, à un autre niveau, puisqu'on n'est pas des chercheurs en mathématiques. C'est là qu'il y a la magie. Ouais, c'est là que la magie s'opère, et d'où l'importance. Mais pour pouvoir détecter cette sémantique, il a dû être entraîné, ce modèle, sur plein de textes pour qu'il comprenne que s'il voit Tour Eiffel et Paris, il a vu tellement de fois, il a vu ces deux mots ensemble, qu'il y a probablement un lien ensemble. Et c'est là que les providers nous fournissent aussi ces modèles pour que ça soit beaucoup plus simple, parce que finalement, nous, on va dire, j'utilise tel modèle pour créer mes vecteurs, mais on n'a pas conscience de toute la technologie qu'il y a eu avant pour créer ce modèle, en fait. Et ces modèles-là, pour bien les différencier avec ce que les gens connaissent. Avec les modèles de génération de texte qu'on connaît. Voilà, on parle plutôt des décodeurs à ce moment-là. Là, on parle plutôt des encodeurs. Ici, c'est en amont. Eh ben, ceux-là sont dédiés à faire ça. Leur job n'est pas de faire ce que font les décodeurs, à savoir produire le texte. Leur job, c'est de découper le texte et de capturer la sémantique dans les vecteurs. Et donc on se retrouve avec une énorme base de données, avec comme index des vecteurs, avec comme documents, des extraits de documents. Ça, c'est la phase de préparation qui peut se continuer au fil de l'eau. Au fur et à mesure qu'il y a des documents qui arrivent, on peut enrichir ces bases de données avec les résultats des Jeux Olympiques, pour revenir à ton exemple de tout à l'heure. Et puis ça peut être rapide surtout, parce qu'on évoquait la semaine dernière des méthodes qui peuvent être longues, coûteuses. Là, réalimenter ce qu'on appelle une base de connaissances, une knowledge base, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, ce qui nous permet non seulement de faire de super copier-coller, mais de le faire très régulièrement, voire quotidiennement si on a envie. Et alors pour terminer avec les quelques minutes qui nous restent, si on suit la chaîne du côté de l'utilisateur, je suis un utilisateur et je vais poser une question à un système comme ça. Vous en connaissez peut-être des systèmes comme ça, si vous utilisez perplexity.ai, c'est basé sur la technologie qu'on est en train de vous expliquer ici. Mais donc je suis un utilisateur, je pose ma question, quel est le pays qui a gagné le plus de médailles aux Jeux Olympiques 2024? Et je pose cette question à mon modèle Claude, qui lui, ou Lama, qui lui n'en sait rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans le contexte du RAG, avant que notre modèle Claude ou Lama produise la réponse, en fait, la réponse, elle va être via les encodeurs transformée en vecteur. La question. La question va être transformée en vecteur, merci Seb. Ensuite, on va aller chercher dans la base de connaissances qu'on a alimentée tous les vecteurs qui ressemblent et qui sont proches de ce vecteur. On va en sortir tous les chunks, les extraits de texte associés. Ces extraits de texte vont être renvoyés à l'autre modèle, Claude, que celui tu évoquais, qui génère du texte, qui va générer avec la question originale. Voici la question, voici tous les documents qu'on a trouvés dans la base de données. Débrouille-toi avec ça, fais-moi une réponse. Voilà, là c'est une somme de technologies c'est toute monumentale. Ça veut dire qu'il y a du code aussi, c'est plus que les modèles. Il y a une espèce d'orchestrateur qui doit aller interroger la base de données vectorielle, puis parler. Voilà, il y a un échange qui est fait entre les différents composants, l'encodeur, la vector database et le décodeur.
Ça, c'est ce qu'on appelle le RAG, toute cette chaîne et cette magie qui s'opère entre les différents composants. Le Retrieval Augmented Generation. Alors, tu l'as dit, ça coûte moins cher que le Continued Pre-Training ou le Fine Training dont on a parlé dans l'autre épisode, mais il faut quand même héberger cette fois non plus des Large Language Models, parce que ça, ils peuvent être partagés, comme c'est le modèle standard de tout le monde, mais il faut héberger une base de données vectorielle. Et ça aussi, ça peut coûter cher. Alors beaucoup moins cher que les techniques qu'on a évoquées la semaine dernière. Et là aussi, on en revient toujours à cette infrastructure qui est de plus en plus aidante finalement. On peut utiliser, même en serverless, des bases de données qui sont fournies par Amazon par exemple, et qui sont beaucoup moins chères à stocker que de réentraîner un modèle. Et nous, on parle d'Amazon parce qu'on est à la conférence Amazon ici, mais ce sont des technologies que vous pouvez trouver, je suppose, chez Google, chez Microsoft et les autres. Vous pouvez aussi avoir votre propre base vectorielle, il y en a plein. Là, j'ai évoqué celle-là parce que c'est très pratique, mais vous pouvez aussi avoir propre base vectorielle et utiliser celle-là. Pour des tests et du développement, moi j'ai déjà fait ça sur mon laptop simplement avec des toutes petites bases de données. J'ai oublié son nom, mais c'est une qui a été créée par Meta, par Facebook, qui démarre en ligne, je ne sais plus, mais ça démarre en ligne de commande et ça prend juste quelques secondes pour démarrer. Ça peut gérer quelques milliers de documents relativement facilement. Voilà, différentes techniques pour pouvoir personnaliser ces Large Language Models qui sont de plus en plus utiles, mais ils sont encore plus utiles quand on arrive à les faire connaître, leur faire apprendre notre domaine métier, parce que là on peut faire des systèmes qui sont vraiment pertinents par rapport à un métier, par rapport à un cas d'utilisation spécial. On a cité Perplexity.ai comme étant un des systèmes grand public basés sur du RAG. Qui est une bonne illustration, parce que vous voyez, vous avez les liens vers ce qu'il a trouvé. Et puis ces techniques aussi permettent aussi d'éviter un peu les modèles qui divaguent quand ils ne savent pas, ils vont inventer. Là, comme on va chercher dans une base de données avec nos documents, on évite cette dispersion et le fait qu'il invente finalement, puisqu'il trouve les choses. Oui, c'est deux avantages en plus. Un, la précision de la réponse, puisqu'a priori on lui donne la bonne réponse, en tout cas si elle est dans la base de données. Si les données sont bonnes en amont, on en revient toujours au même problème. Et l'autre avantage, c'est qu'il peut, en plus du chunk, souvent la base de données garde la référence du document, c'est ce PDF-là. Et donc elle peut citer la source, et on voit ça avec Perplexity.ai. Il y a un petit numéro 1, et puis on peut aller voir 1, c'était le lien là, et donc on sait d'où vient la donnée, ce qui n'est pas le cas avec les Large Language Models et le Continued Pre-Training. Par exemple, Bien, mais c'était très clair. Tu vas expliquer tout ça très clairement on va essayer. à la conférence AWS Reinvent. Merci Grégory de nous avoir donné un peu de ton temps très tôt le matin. Très tôt le matin. C'est facile pour les Européens et le jet lag. C'est vrai qu'on est complètement jet lagué pour le moment. Bon. Merci.